L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager quelques réflexions sur le marché des entreprises en difficulté et la manière dont vous pouvez développer vos activités ou innover tout simplement sur ce marché. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'organiser des webinars et ou des formations plus thématiques avec SideQuest. Et ça s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une première session de sensibilisation sur ce sujet-là avec vous, de voir un petit peu quels sont vos retours d'expérience, si c'est pertinent, si vous avez envie d'aller plus loin ou non. Et le cas échéant, bah, on vous proposera une vraie formation beaucoup plus globale, complète, sur ce sujet-là. Donc là, on est vraiment sur un thème d'introduction sur ce marché très particulier des entreprises en difficulté, qui évidemment fait écho à beaucoup de choses qu'on a pu entendre depuis 2 ans maintenant sur ce marché, sur le fait qu'on a vécu une crise sanitaire, qu'on vit encore une crise sanitaire qui n'est probablement pas terminée, que ça a un impact sur la vie économique des entreprises et que ça va générer potentiellement des difficultés. Ou en tout cas, ça va accélérer un certain nombre de transformations et donc inciter les entreprises à se restructurer, à travailler autrement, ou en tout cas à se structurer autrement. Et en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui sur ce marché? Comment, en tant que professionnel du droit, on pourrait se positionner autrement? Et c'est une réflexion que je partage avec David Olivier Guillain, qui est avocat au barreau de Paris, qui aura l'occasion de se présenter juste après. Et on a décidé de vous partager ces réflexions-là ensemble. Donc voilà, David Olivier, je te laisse te présenter à nos spectateurs. Merci Alexis et bienvenue à tous et à toutes et tous en tout cas. Effectivement, Alexis m'a proposé qu'on puisse avoir un sujet de réflexion d'actualité et il m'est venu justement ce sujet des procédures collectives. Alors c'est un sujet que j'avais exploité il y a très longtemps au début de ma carrière professionnelle, notamment en banque où ma première activité en tant qu'avocat et des procédures collectives alors de toutes les formes, des procédures collectives petites, moyennes, de TPE, PME, notamment dans le secteur avec le secteur bancaire ou en cabinet d'avocat avec des restructurations d'actifs à plusieurs centaines de millions d'euros. Notamment dans le domaine maritime, ce qui est assez particulier et ce qui était assez passionnant. Et puis depuis, bon, j'avais voguer vers d'autres activités, mais ce sujet est particulièrement remis en lumière, ou peut-être pas encore mis assez en lumière, et c'est ce qu'on va vous montrer, puisque on a un petit peu regardé, fait un panorama de l'offre actuelle, en tout cas des avocats, sur ce secteur, et on se rend compte que n'est pas nécessairement adressé d'une façon comment dire, il n'y a pas eu d'évolution majeure dans l'offre que peuvent faire les avocats dans ce type de procédure. Et que ce soit dans la prévention ou dans la résolution du problème lorsqu'il existe. C'est les deux points aussi qu'il faut bien discerner. Ça va être le volet un petit peu prévention, anticipation des difficultés et le traitement de la difficulté en elle-même ou des difficultés en elles-mêmes. Donc voilà, c'est pour une petite un petit peu introduction. Merci David. Pour ma part, Alexis Debord, vous avez peut-être déjà suivi des webinars que j'ai pu avoir l'occasion de donner via votre barreau, via SideQuest en direct. Aujourd'hui, j'ai deux activités, une activité de conseil et une activité de formation qui est organisée, qui est portée aujourd'hui avec SideQuest. Activité de formation à destination des professionnels du droit essentiellement. On travaille beaucoup avec la profession d'huissier, avec la profession d'avocat. Et on a une ambition qui est de proposer des formations sur tous les thèmes en lien avec l'innovation aux professionnels du droit. Et comme j'ai également cette corps de conseil, l'idée était de se dire, et de plus en plus, une de mes ambitions, c'est de mixer l'expertise que j'ai pu acquérir en accompagnant des professionnels du droit dans leur stratégie d'innovation avec cette dimension formation de SideQuest et de combiner les deux pour essayer d'offrir au plus grand nombre des idées, des bonnes pratiques et un certain nombre de choses sur
d'une manière générale, en termes méthodologiques, mais également sur des secteurs ou sur des verticales, des expertises plus particulières, comme c'est le cas aujourd'hui avec ce webinaire. Euh, donc voilà, on a somme toute un déroulement de la conférence assez classique. On a trois grands thèmes qu'on va développer aujourd'hui. Un premier grand thème qui est de contexte, un deuxième grand thème qui est vraiment sur l'analyse de tous les interlocuteurs qui sont susceptibles d'intervenir, de travailler sur le marché du recouvrement. Et puis enfin, un troisième thème sur comment finalement je peux développer, comment je peux innover sur ce marché, sachant qu'on est évidemment en 45 minutes, 1 heure, on est sur un format court. L'idée, c'est d'initier des réflexions. Évidemment, on ne pourra pas vous transmettre tout et on ne pourra pas aller au fond de tous les cas d'usage. Naturellement, vous pouvez discuter avec nous. Vous avez le chat, vous avez les questions-réponses. Donc, vous pouvez vous en donner à cœur joie. On prendra le temps de répondre au maximum à vos questions durant toute cette session. Donc voilà. Donc sans plus attendre, donc en matière d'introduction, et c'est le premier grand axe qu'on aimerait développer avec vous aujourd'hui, on est sur un marché, le marché de l'entreprise en difficulté. En fait, c'est un marché qui est assez global et c'est un marché qui est en train d'évoluer et d'évoluer dans plein de directions différentes, relativement intéressantes. Déjà, alors bon, évidemment, on est dans un contexte de crise. C'est une citation que vous avez probablement vue, entendue, et la situation de crise fait que on se remet en question, on remet en cause la manière dont on travaille. On est parfois au pied du mur d'un point de vue trésorerie sur les secteurs d'activité dans lesquels on est, et ça pousse tout le monde à travailler autrement, à innover, à se poser un certain nombre de questions. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, quelques chiffres pour aller droit au but sur la situation des entreprises. Aujourd'hui, alors 50% des entreprises disparaissent avant leur 6e année d'existence. 80% des défaillances d'entreprises donnent lieu à des liquidations judiciaires. Et puis enfin, 46% des dirigeants, et là c'est plus dans le contexte, prévoient un retour à la normale difficile en sortie de crise. Donc déjà, voilà, c'est un premier point de contexte qui traduit plein de choses. La première chose, c'est que toutes les entreprises qui se créent, il y en a une sur deux qui, de toute façon, n'existeront plus au bout de 6 ans. Donc, ça implique qu'elles se seront restructurées, qu'elles auront fait faillite, que, bref, il sera passé un certain nombre de choses. Donc, le marché est effectivement important à la base. 80% des défaillances d'entreprises donnent lieu à des liquidations judiciaires. Ça montre qu'également, il existe un certain nombre d'alternatives, enfin en tout cas que la plupart du temps on en arrive à des liquidations judiciaires. Et David, je ne sais pas si tu veux préciser certaines choses en préparation. C'est un chiffre qui t'évoquait plein de choses, donc je te laisse me compléter au fur et à mesure. Dans les 80%. Ouais. Oui, en fait, la difficulté qu'on peut, il y a une multitude de difficultés et de causes qui peuvent amener à une procédure collective et à une liquidation judiciaire. Malheureusement, alors, on peut avoir des causes internes, des causes externes, mais ça, on va le développer un petit peu plus par la suite. Mais globalement, c'est souvent un manque d'anticipation qui va amener à une situation qui devient irrémédiable et avec toutes les meilleures volontés, la meilleure volonté du monde, il est compliqué de pouvoir créer un retournement d'entreprise ou en tout cas de restructurer l'activité pour permettre qu'elle puisse repartir. Alors là aussi, on est dans un contexte, justement, tu parles du contexte actuel avec les 46% qui est le chiffre suivant. Aussi, ce qu'on constate avec cette crise sanitaire, c'est que ce n'est pas nécessairement... Alors, ça peut être une crise sanitaire qui crée des difficultés, mais qui peut être aussi et surtout un révélateur des difficultés déjà existantes et qui va les accélérer. Et c'est en ça aussi que la période actuelle est assez intéressante, puisque là, on a vu, alors dans un autre esprit, en dehors des procédures collectives, mais plus globalement, on voit une, une transformation du fonctionnement des sociétés avec une réflexion autour des business models, avec un peu plus de vente à distance, de sites internet, etc. L'utilisation de la visioconférence, comme on fait actuellement, qui s'est massivement développée pour justement faire en sorte de pouvoir continuer à avoir une certaine activité. Et finalement, c'est
d'une certaine manière, par rapport à cette numérisation qui a été un petit peu contrainte et obligée par rapport à la crise sanitaire, cette crise sanitaire aussi va obliger beaucoup d'entreprises à repenser à leur restructuration parce que les difficultés qui étaient sous-jacentes, légèrement existantes, finalement, elles se sont beaucoup accélérées pendant cette période. Et donc aussi, c'est pour ça que quand on a 80% des différentes entreprises données à des liquidations judiciaires, c'est la question, est-ce qu'avec cet accélérateur du Covid, on n'est pas en face à des situations qui sont malheureusement déjà irrémédiables parce qu'elles étaient déjà existantes et on les a pas prises on les a pas prises à temps, ou est-ce qu'on va quand même pouvoir arriver à tirer quelques cordes et notamment parce qu'il y a certaines aides qui sont certaines aides d'État actuellement qui permettent un petit peu de garder la tête hors de l'eau, mais ces aides d'État, elles vont pas être éternelles. Et donc, on va nécessairement avoir cette question de la restructuration, d'où aussi l'utilisation de la procédure collective, non pas forcément comme un instrument nécessairement de, comment dire, de soins palliatifs, si j'ai envie de dire, mais aussi de permettre à une activité de se restructurer, de pivoter et de repartir vers l'avant. C'est aussi ça aussi pourquoi on voulait évoquer ce sujet de la procédure collective. C'est un petit peu, j'enchaîne un petit peu sur ma partie plus tard, c'est dans un sens pas positiver, ou en tout cas donner une image différente de la procédure collective, loin de celle qui est ultra négative. La procédure collective ne doit pas forcément être perçue comme ultra négative, elle peut être aussi être un moyen, une stratégie pour certaines entreprises de redémarrer, repivoter, se restructurer et augmenter ses performances par la suite. Mais bon, voilà, pardon, j'ai un peu débordé dans... En fait, il y a aussi, et tu vas revenir sur tout ça après David, il y a aussi effectivement quand on corrèle le 46% et 80%, on se dit que si finalement une entreprise sur deux globalement prévoit une sortie de crise difficile, elle va rencontrer des défaillances et que bah, effectivement il y a ce chiffre qui est inquiétant, c'est que 4 entreprises sur 5 qui rencontrent des défaillances finissent en liquidation. Donc il y a un gros travail de prévention et d'anticipation à mettre en place dès maintenant. Alors si on regarde de façon un petit peu plus détaillée ces perspectives, on a déjà, et ça c'est important de le rappeler, dans entreprise en difficulté, il y a entreprise. Et on est sur un segment client. L'entreprise est un segment de clientèle qui est en croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, et ce malgré la crise. Donc du coup, on a un phénomène dans lequel l'entrepreneuriat est à la mode, chacun veut ou a envie de réussir à créer son entreprise. Alors évidemment, entre une entreprise structurée avec des salariés et un entrepreneur individuel qui a simplement pas envie d'être salarié, mais qui a envie de se vendre et d'avoir du travail, il y a naturellement des différences. Mais dans tous les cas, on est sur un marché qui est en croissance. Il y a de plus en plus d'entreprises, et ce, malgré la crise sanitaire. Donc il y a des tas d'articles qui sont sortis sur le sujet qui le démontrent, jusqu'à voilà, au mois d'avril 2020-2021, c'est aussi le cas. On a voilà, une croissance continue du nombre d'entreprises. Et qui dit croissance continue du nombre d'entreprises, dit difficulté à anticiper ou difficulté à accompagner le cas échéant. On est sur un marché qui grandit au-delà même du contexte de crise sanitaire, qui est un facteur supplémentaire qui vient s'ajouter sur le fait que des besoins d'accompagnement, des besoins d'expertise que vous avez tous seront ou seraient utiles. Ensuite, il y a un deuxième axe, et celui-ci, il est vraiment lié à la crise sanitaire qui vient amplifier un risque potentiel, ou en tout cas un accompagnement ou un besoin de prévention de ces difficultés. Alors, accompagnement qui a déjà été anticipé par l'État, à tel point qu'aujourd'hui, on a bien moins de faillites qu'en temps normal si les aides n'avaient pas été données. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, peut-être, personne n'a sa boule de cristal et devin, hein. Mais en tout cas, ça laisse présager d'un décalage de faillite dans le temps. Et plus les aides et plus les perfusions, entre guillemets, vont être reportées, même si effectivement, on se rend compte qu'il y a des rattrapages déjà qui sont en train de se mettre en place au niveau de l'URSSAF, au niveau des impôts. Mais aujourd'hui, tout l'argent qui a été réinjecté dans l'économie va devoir, à un moment donné, être remboursé. Et donc, du coup, il y a un étau, il y a un effet ciseau qui va apparaître et que craignent de nombreux économistes aujourd'hui.
Donc, on est sur un marché qui est effectivement tous les financements, toutes les aides qui ont été données ont décalé les entreprises en faillite. Et effectivement, si depuis 2 ans, il y a eu moins de faillites qu'auparavant, on peut imaginer que dans les mois et les années à venir, il y aura un effet ciseau qui fait que beaucoup d'entreprises vont se retrouver en difficulté. Donc, il y a en même temps, c'est pas encore trop tard. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait anticiper. Donc, il y a des offres, il y a un positionnement à adopter là-dessus. Ça, c'est la taille du marché du recouvrement dans le monde. Et on se rend compte que ce marché du recouvrement est en train d'augmenter. Vous verrez, il y a un lien dans la présentation qu'on vous enverra après. On a une augmentation du besoin de recouvrement de créances, de l'impayé. En fait, on a une augmentation de l'impayé qui est en train de croître de manière importante. Et vous pourrez télécharger le rapport si vous le souhaitez. Et puis enfin, tous ces plans de relance sont quand même des enjeux évidemment de relance immédiate, de survie des entreprises, mais également de transformation de l'économie. Et ce contexte de transformation de l'économie, qui est en fait plus global et qui est accéléré par la crise sanitaire, finalement, pareil, va faire naître des besoins en restructuration d'entreprises, des actifs qu'il faudra racheter, des actifs qu'il faudra céder, et ainsi de suite. Et dans ce contexte-là, l'État veille et suit de ce sujet-là d'extrêmement près. Donc, c'est le moment aussi de se positionner en tant que professionnel du droit, puisqu'il se passe énormément de choses. Il y a des réformes en cours et qui dit réforme dit pour vous des opportunités pour vous positionner, au-delà des milliards qui sont débloqués. Il y a également des projets de réforme en cours qu'il faut surveiller de près et qui pourraient vous permettre, en tant que professionnel du droit, de mieux vous positionner. Et puis en même temps, on a cette forme de paradoxe puisque on n'a jamais eu autant de levées de fonds. Alors ça, c'est lié à l'argent qui a été injecté dans l'économie depuis quelques mois. Les fonds d'investissement sont très gourmands, très généreux plutôt en ce moment, et facilitent le financement de dizaines d'entreprises nouvelles et leur croissance et leur développement. On n'a jamais eu autant de licornes, on a presque une nouvelle licorne par mois, alors qu'on a mis des années avant d'avoir la première en France. Donc voilà, on est sur un marché qui est en train d'éclater, enfin d'exploser, et avec des investissements massifs de la part des capital risqueurs. Donc ça traduit également cette transformation qui est en train de s'accélérer, puisque les capital risqueurs parient sur de la nouvelle économie, sur des acteurs complètement nouveaux qui viennent disrupter des marchés existants. S'ils viennent disrupter les marchés existants, il y a deux possibilités. Soit ces acteurs, ces nouvelles entreprises vont à un moment donné se retrouver en difficulté parce qu'elles auront raté leur pari, soit effectivement elles vont disrupter des secteurs entiers de l'économie. Et donc il y aura son lot de faillites, d'entreprises en difficulté ou d'entreprises en cours de restructuration. Et donc ça fera du travail pour toutes les personnes qui auront développé des offres un petit peu innovantes. Et puis évidemment, on est sur un sujet qui est au cœur des préoccupations. On a un agenda parlementaire sur le sujet. On a des programmes mis en place au niveau des professions du droit et du chiffre qui se réunissent pour réfléchir à tous ces sujets-là, notamment via l'association Open Law. Et c'est un programme que j'ai la chance de copiloter via cette association. Et on réunit à la fois des représentants de l'État, des représentants des professions du droit, des représentants des professions du chiffre et de Legal Tech, de start-up, pour essayer de se demander la manière dont tout le monde pourrait travailler de façon plus efficace ensemble pour que chacun d'entre vous puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre de la sortie de crise. Et puis, toujours pareil, on a la BPI qui a une vision un petit peu prospective, stratégique de ces sujets-là pour réussir à créer de la croissance malgré les difficultés qui semblent se dessiner. David, est-ce que tu veux ajouter des éléments sur ça ou on enchaîne Oui, sur ta partie? oui, en fait, bon, effectivement, c'est vrai qu'on a une forme de paradoxe, oui et non, en fait, quand on va regarder dans le détail, avec ces investissements massifs qui sont réalisés. Néanmoins, on doit aussi quand même ajouter peut-être un petit bémol, parce que sur les 1,5 milliard d'investissements dans les startups françaises, vous allez avoir Content Square qui a levé à elle seule 500 millions. Vous allez avoir Alan qui a levé à elle seule 185. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux sociétés qui lèvent un tiers de la somme globale. C'est-à-dire que ce n'est pas un saupoudrage sur un amas de sociétés. Hein. On va avoir quand même quelques champions, justement, donc quelques licornes, en fait, qui vont se révéler et ça ne va pas être un effet positif non plus pour tout le monde. C'est un petit peu comme dans le monde du football, tout le monde ne gagne pas 1 million par mois, mais on va avoir la même chose dans les entreprises. C'est deux grosses sociétés, deux grosses startups françaises qui vont
tirer notamment le gros des investissements qui vont entraîner bien entendu un effet positif sur le reste de l'écosystème tech, justement, où les investisseurs qui ont loupé le coche sur Alan ou Content Square, par exemple, vont vouloir peut-être se rattraper sur d'autres acteurs à côté, mais avec des investissements qui sont moindres et peut-être aussi justement des perspectives qui sont peut-être moins réalistes. Mais en tout cas, effectivement, voilà, ça prouve qu'on a d'un côté une masse de clientèle, parce que en procédure collective, qui va être de facto par les effets de la crise, et aussi de façon arithmétique, puisque plus on a d'entreprises qui se créent, et potentiellement, on a aussi, malgré tout, et malheureusement dans un sens, hein, plus de clientèle potentielle à la fin. Ok. David, je te propose de... Alors, bien sûr, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Je te propose de continuer sur la partie enjeu, qui est la partie sur laquelle tu as vraiment, enfin, tu as travaillé en détail. Je te laisse prendre la main complètement. Tu me dis juste pour les slides si je passe pas assez vite à un moment donné, mais comme je t'écoute, ça devrait aller. Vas-y, merci. Bah, les enjeux, en fait, je changeais de point de vue, effectivement. Pardon, excuse-moi. Changer de point de vue. Effectivement, c'est un petit peu la réflexion qu'on avait avec Alexis de façon globale. C'était d'aborder le sujet de la procédure collective et surtout de l'innovation dans le cadre de la procédure collective en, en constatant que elle était perçue de façon très négative et que ça ne suscite pas forcément beaucoup d'intérêt. On essaie en tout cas de mettre ce sujet de côté le plus possible parce que nécessairement, la première pensée qu'on a, c'est la liquidation judiciaire et forcément, et c'est très humain, on va faire en sorte de ne pas penser, à un destin funeste de son entreprise. Néanmoins, et c'est là qu'on doit pouvoir arriver à changer les choses, puisque comme la nouvelle slide est là, c'est que 2 tiers des faillites sont évitables. Et c'est ça qu'il faut, et c'est le message en tout cas qu'il faut déjà porter. C'est en tant qu'avocat, c'est de faire valoir sa capacité de conseil, d'anticipation, afin de permettre à ses clients entreprises de pouvoir être le mieux armés possible, afin d'anticiper les difficultés. Et même s'il y a des difficultés qui arrivent, qui surviennent, puisque rien n'est inéluctable, le fait d'avoir préparé en tout cas les éventuelles difficultés vont faire en sorte que on va peut-être éviter justement la case liquidation. Alors peut-être on va passer en sauvegarde, on va peut-être passer en redressement, mais en tout cas on aura posé les jalons, les bases afin de permettre la pérennisation de la structure. Et ça va vraiment être le rôle de l'avocat. Alors, donc du coup, sur pourquoi les 2 tiers des faillites sont évitables. Alors bon, bien sûr, la création de la société, on a des difficultés, on a des facteurs externes et des facteurs externes. Alors, on va commencer par le premier facteur. Slide plus. Excuse-moi. En général, c'est un peu comme la loi de Murphy, ce qui devait mal démarrer se finira mal. Bah, exactement, avec les entreprises aussi, c'est qu'en fait, et notamment avec la création de nouvelles centres, cette effervescence dans la création de start-up, notamment, ça va être justement de créer des sociétés qui ont des mauvais fondamentaux, soit basé sur un business plan qui est totalement irréaliste, sur un produit qui est soit mauvais ou qui ne s'adresse à personne, c'est-à-dire qu'on a une idée géniale, mais en fait elle ne s'adresse à personne et personne ne va l'acheter, ou on s'adresse au mauvais marché, c'est-à-dire on pense finalement que le produit ou le service qu'on va développer s'adresse à tel type de client, et finalement la clientèle qui était espérée n'est pas au rendez-vous. Et tout ça, en fait, ça part des mauvais fondamentaux. Alors ça, les mauvais fondamentaux, justement, ça va faire partie, le traitement de cette difficulté, ça va être, est-ce qu'on peut arriver à pivoter l'activité, à la restructurer en cours de route, ou est-ce que finalement, là, ça ne sert à rien et qu'il faudra passer par la case départ et revenir à zéro. Donc après, le plan suivant, le mauvais fonctionnement. Alors, bon, outre les mauvais fondamentaux, tout simplement le fonctionnement de l'entreprise.
Est-ce que l'entreprise est bien organisée? Est-ce que les bonnes personnes sont à la bonne place? Est-ce que les choix stratégiques qui sont effectués par le ou les dirigeants de l'entreprise vont être les plus adaptés? Dans l'organisation, bah, nécessairement, on peut le voir avec notamment plein de sujets hein, tels qu'ils sont, tels qu'on peut voir, tels qu'on peut développer. C'est que la personne, par exemple, qui est chargée de l'administration financière et qui a aucune notion de comptabilité hein, qui ne va pas bien gérer les deniers de l'entreprise, bah, va nécessairement la mettre en difficulté. Les compétences aussi, si vous avez quelqu'un qui est censé vendre un produit, mais qui n'a aucune expérience, aucune compétence, aucun background en commercial, bah, là aussi, c'est quelque chose qui va peut-être planter la société. Enfin, c'est tout un écosystème de l'entreprise, c'est toute son organisation qui peut amener justement à la difficulté. Ça, c'est évitable encore. La communication perfectible, l'inexistence ou inadéquate. Alors ça, c'est quelque chose qui va peut-être commencer à s'adresser de mieux en mieux avec, bah, grâce au Covid, hein, on a vu que, alors c'était avant Covid, on avait peut-être 80% des PME qui n'avaient pas de site internet avant la crise sanitaire. Maintenant, je ne sais pas où on en est exactement, mais avec les aides d'État qui permettent de créer au moins ne serait-ce qu'un site vitrine, le développement des solutions de paiement en ligne, le click and collect, nécessairement, ça va commencer à favoriser une meilleure communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, d'un public, alors large ou vraiment précis, mais il faut en tout cas penser qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ce sujet de préoccupation au cœur de leur stratégie. Et soit elles le font pas du tout, ou sinon, il n'est pas adapté. Et là, ça revient un peu par rapport au mauvais marché ou à une question de compétence, c'est-à-dire qu'on va s'adresser soit à la mauvaise personne, ou on va pas s'adresser à cette personne de façon adéquate. Et on ne va pas rencontrer le marché, ça ne va pas fonctionner. Et là encore, c'est quelque chose qui est améliorable, on peut résoudre. La croissance trop rapide, effectivement, ça aussi c'est un sujet qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est finalement le phénomène où là on a des très bons fondamentaux, on a un bon fonctionnement, une bonne communication, mais finalement, est-ce que l'organisation est faite pour absorber une croissance qui est trop rapide? En tout cas, il y a l'accueil du marché est hyper favorable, sauf que ce type d'entreprise peuvent avoir des difficultés, donc c'est-à-dire difficultés d'approvisionnement, difficultés de vente, difficultés de répondre aux services clients, et mise en boule de neige, on va arriver à avoir des métriques qui vont être négatifs et qui vont, autant la croissance était trop rapide, autant la décroissance va être tout aussi trop rapide. Et la personne qui, pendant cette période de croissance trop rapide, va multiplier les embauches, donc augmenter ses coûts de structure, va pas forcément bien adresser l'organisation face à la croissance, et finalement on va avoir l'effet inverse avec une structure qui est beaucoup trop lourde, un chiffre d'affaires qui descend inexorablement, et on va avoir une difficulté, une restructuration à effectuer. Et bien entendu, alors ça c'est un facteur externe, crise économique, sanitaire ou législation. Alors, c'est un peu le facteur qui est un petit peu la faute à pas de chance, oui et non. Les crises économiques, on peut bien sûr on peut ne pas en les anticiper. Oui et non, on sait qu'il y a quand même une forme de cycle des crises économiques. Alors, on avait des cycles économiques tous les 10 ans. Est-ce que c'est des cycles économiques, des crises qui vont se rapprocher, qui vont être plutôt tous les 5 ans? Ça, c'est un petit peu de la boule de cristal, mais nécessairement, on sait que invariablement, c'est un cheminement qui se répète. La croissance continue, ça n'existe pas. Il y a nécessairement des phases où il y a une crise qui survient. Alors ça peut être un secteur qui a été trop en avant, justement avec les croissances trop rapides. On repense à l'immobilier en 2008, enfin, notamment avec la crise des subprimes, qui a impacté après tout le reste de l'économie. Mais voilà, il y a des bulles qui se créent petit à petit. On avait la bulle Internet en début des années 2000. Hein. Bon, maintenant, ça revient bien, hein, tout ce qui est tech, mais il ne faut pas oublier qu'au début 2000, on avait
c'est une grosse crise. Alors, la crise sanitaire, elle est encore un peu, elle est beaucoup moins prévisible, hein, mais j'ai envie de dire, grâce aux événements que nous subissons et que nous vivons actuellement, c'est un facteur que nous allons pouvoir intégrer dans le conseil aux entreprises, dans l'adaptation et l'anticipation, notamment dans les clauses contractuelles. On va peut-être plus s'intéresser à aborder ce sujet. Et alors, les législations, là encore, on va dire que c'est un événement qui est extérieur. Néanmoins, si on regarde bien les législations, une loi ne se crée pas en 5 minutes. En général, il y a quand même un an et demi pour pouvoir un petit peu anticiper ou, par exemple, effectuer des opérations de lobbying et donc adapter son produit ou en tout cas anticiper, restructurer sa société à ce moment-là. Voilà. Yes. Ce qu'il faut bien prendre en compte, en fait, ce qui est important pour pouvoir innover ou développer sur ce marché des entreprises en difficulté, c'est de ne pas regarder juste les difficultés et les aspects juridiques de la question, mais d'essayer de regarder plus largement quelle est l'origine de ces difficultés et tous ces facteurs-là. Et dès lors que vous arriverez à prendre ce recul, ça va être une première manière de vous mettre dans une position qui va vous aider à innover, qui va vous aider à vous distinguer sur ce marché. C'est aussi pour ça qu'on fait un petit peu cet exercice-là avec David Olivier. Sur les, oh là, pardon, je suis allé un peu trop loin. En matière sur ton deuxième axe, David Olivier, je te laisse le dérouler. On a qu'une heure. L'idée, c'est de pouvoir quand même vous libérer Oui, vers alors, 17h30. je vais descendre les Non, mais besoins. ça va, on est good. Mais dis-moi, vas-y. C'est le métier d'avocat, c'est pour ça. Mes confrères me confirment. Alors, donc, besoin attente. En fait, voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une sorte de cartographie des besoins et des attentes des différents interlocuteurs, parce que bien entendu, on pense à l'entrepreneur de façon principale, mais il y a les débiteurs, mais il y a aussi les créanciers. Il faut pouvoir les prendre en compte. Alors bien sûr, la carte d'empathie qui va nous permettre un petit peu de reprendre la fameuse carte d'empathie qui va nous permettre ce qu'elle entend, la personne, ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle entend. Bon, on va être peut-être un peu plus succinct. Alors l'entreprise, elle a besoin de quoi? En fait, l'entreprise, elle va avoir de plus en plus besoin d'anticiper les difficultés à naître. Et ça va aller de pair avec la sécurisation de la situation personnelle du dirigeant, puisque c'est le dirigeant qui va devoir aussi faire en sorte de prendre les actes nécessaires pour anticiper les difficultés et faire en sorte, alors la fameuse anticipation, c'est la cessation de paiement. Il faut toujours agir avant que l'entreprise soit en cessation de paiement. Ça, c'est un fondamental, une fondamentale à respecter. Et pour ça, il va falloir lui permettre de lui donner des outils, ou en tout cas de lui donner des warnings par rapport à cette situation. En cas de difficulté avérée, il faudra lui permettre de l'aider à identifier, car généralement, on voit que les entrepreneurs n'ont pas le recul nécessaire, donc ils ont besoin d'avoir un business partner, qui va être l'avocat, idéalement, qui va lui permettre de prendre le recul qu'il faut pour identifier les points clés qui posent difficulté. Et ça va s'accompagner, ça va être tout un cheminement de reprise de la maîtrise de la situation. Puisque dans ces moments-là, en fait, on peut avoir une tendance à se laisser déborder par la difficulté et se dire que le bateau coule et avoir une sorte de panique de la part de l'entrepreneur, et alors que justement c'est le moment où il faut reprendre la maîtrise de la situation et définir une stratégie sur les différents éléments clés. Donc ça va être une réorganisation juridique, mais pas que juridique, ça va être aussi ça peut être des besoins techniques, des besoins de compétences ou des besoins économiques. Et donc réorganiser l'entreprise en fonction. Donc l'objectif, en tout cas, l'idéal, ce serait de créer un système d'alerte adapté et efficace, ce qui va permettre d'anticiper le plus possible les difficultés, en tout cas de pointer du doigt les éléments qui pourraient contribuer à une difficulté d'entreprise et donc après par la suite à une procédure collective. Il va falloir augmenter les compétences internes, c'est-à-dire que
si on prend le cas des TPE, PME, beaucoup de personnes n'ont pas du tout les compétences financières, techniques, administratives, et donc elles ont vraiment besoin d'avoir un accompagnement par rapport à ces éléments-là. Choisir les partenaires stratégiques afin de garantir une stabilité, c'est-à-dire que aussi l'entreprise va avoir un cercle vertueux qu'elle doit faire avec ses autres fournisseurs, puisqu'en fait, elle fournit des prestations, des services à des consommateurs ou à des autres entreprises, et elle va pouvoir aussi collaborer avec d'autres partenaires stratégiques et faire en sorte qu'on ait une chaîne vertueuse par rapport à ça. Et donc ça va participer aux fondamentaux de l'économie, de l'activité économique stable. Et une fois qu'on a tous ces fondamentaux, de pouvoir aller chercher la croissance, soit par divers moyens, ou sinon en fait par la réorganisation de son organisation. Donc ça, c'est pour l'entreprise. Alors le créancier, bah, qu'est-ce qu'il a besoin? Lui, il a besoin d'être payé. Ça, c'est un peu fondamental. Et généralement, un créancier, il essaye aussi d'être dans un cercle de distribution où il n'y a pas de risque. Donc, c'est obtenir des garanties. Donc là encore, sur les garanties, on va avoir un sujet intéressant, puisqu'il y a une réforme du droit des sûretés qui est en cours et qui pourrait encore impacter les procédures collectives, en tout cas leur anticipation. Le créancier, bien entendu, bah, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que s'il n'est pas payé, est-ce que lui aussi va pouvoir se retrouver en difficulté? Donc finalement, le client de l'entreprise en difficulté, enfin le client de l'avocat, ce n'est pas nécessairement un débiteur qui a des difficultés, mais ça peut être aussi un créancier qui rencontre des difficultés à se faire payer et qui lui-même va se retrouver en difficulté. Et donc, on va avoir un effet domino. Donc, l'objectif pour cet interlocuteur-là, ça va être d'identifier justement, de permettre d'identifier les partenaires à risque et aussi de l'aider à sécuriser économiquement avec, avec des métriques, avec des valeurs économiques, mais également aussi juridiquement avec les contrats qui vont être noués avec ces différents interlocuteurs économiques. Et donc de participer à une chaîne de valeur vertueuse positive. Alors on passe au suivant. J'essaye d'aller vite parce que je sais qu'on est bientôt. Alors les banques, c'est très intéressant puisqu'elles vont être dans un effet un petit peu. Il va y avoir un petit paradoxe par rapport aux banques, c'est que bien entendu, l'intérêt de la banque, c'est de ne pas perdre d'argent, mais de ne pas perdre un client. Et or, une société qui fait faillite, c'est un client en moins. Et l'intérêt pour toutes les banques qui sont de plus en plus concurrencées, notamment aussi par les néobanques, donc avec toute l'arrivée de la fintech, justement puisqu'on parlait des grosses levées de fonds, c'est de fidéliser sa clientèle. Et fidéliser sa clientèle, ça va être aussi de développer une image d'accompagnateur, en tout cas, des entrepreneurs, et de ne pas les laisser à la première difficulté. En même temps, ça va peut-être leur permettre aussi à elles de développer d'autres gammes de produits, donc soit un petit peu de type assurantiel ou dans l'accompagnement de la procédure collective. Et donc, finalement, la banque qui pourrait voir d'un mauvais côté la procédure collective pourrait être intéressée par une autre forme de clientèle où justement elle pourrait développer d'autres produits et aussi développer son image marketing. Alors l'État, lui, on l'a vu avec la crise, maintenir l'emploi, c'était son principal but en octroyant un certain nombre d'aides, toujours en octroyant encore un certain nombre d'aides encore cette année, pour pouvoir obtenir des recettes fiscales, parce que là encore, moins de sociétés, ça veut dire moins de recettes fiscales, ça veut dire moins de TVA, ce qui va aussi, si elle permet d'avoir la continuité de beaucoup d'entreprises, c'est de réduire sa dépense sociale, et donc après, de pouvoir faire son rôle de garantir les conditions de développement économique. Et enfin, on a d'autres acteurs de recouvrement. Alors, on va penser aux huissiers de justice. Alors, Alexis, tu connais mieux le Oui. sujet que moi. On a les plateformes, différents types de plateformes, que ce soit les plateformes de recouvrement de créances, justement. En fait, Euh,
toi? Ouais, non, c'est ça en fait, on a toute la question du marché du recouvrement, mais tu le disais aussi un petit peu au niveau des banques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recouvrement de créances n'est plus forcément ce qu'il était dans les années 90 ou même 2000 où il fallait à tout prix récupérer la créance et quitte à mettre à genoux le débiteur. Aujourd'hui, on est sur des logiques qui sont un petit peu plus différentes. On a même carrément alors je ne les ai pas mises ici, mais il y a carrément des plateformes qui proposent de payer sa créance comme on fait un achat en e-commerce, donc c'est très gamifié. On a des tas de modes de paiement possibles et plus on a des modes de paiement possibles, plus on facilite le recouvrement de la créance. Et en fait, aujourd'hui, ces acteurs du recouvrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huissier reste un acteur du bout de chaîne. Le marché du recouvrement de créance, en réalité, il est adressé que par une toute petite marge par les huissiers de justice. Le reste, c'est des plateformes où c'est rien du tout. C'est aussi une inaction de la part de l'entreprise. Et c'est dans cette inaction-là qu'aujourd'hui, il y a des cartes à jouer, il y a des offres à créer pour vous, notamment pour anticiper. Et donc, si vous avez ce positionnement-là, en partenariat, en travaillant avec des experts comptables, en travaillant potentiellement avec des huissiers ou des plateformes partenaires, vous allez pouvoir enrichir votre offre d'avocat, intervenir sur votre cœur de valeur ajoutée, mais aussi travailler en partenariat avec ces solutions-là, pour avoir plus de leads ou pour leur permettre d'avoir une offre plus complète, plus globale à proposer aux créanciers ou parfois, si on se place côté débiteur, aux débiteurs. Et on a d'ailleurs de plus en plus d'huissiers qui se posent la question de se dire aujourd'hui on est côté créancier, mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'être côté débiteur et de représenter les intérêts d'un débiteur dans un certain nombre de cas. Et dans ce cas-là, ou en tout cas par notre expérience, pour les aider à mieux faire face à leurs dettes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, voilà, on a sur ce marché beaucoup d'acteurs. Il y a plein d'autres acteurs dont on n'a pas du tout parlé ici. D'ailleurs, tu vois, David, David Olivier, je pensais pendant qu'on se parlait là, on n'a pas du tout parlé, par exemple, du rôle que peuvent avoir les salariés dans une entreprise en difficulté. Et Mmh. aujourd'hui, on a des salariés qui peuvent être amenés à reprendre une structure parce qu'ils y croient et qu'il y avait un dirigeant qui était déficient pour tous les facteurs que tu évoquais avant, mais qui peuvent aujourd'hui être amenés à reprendre l'entreprise ou à assurer une continuité d'activité. Il y a des tas d'acteurs en fait qui rentrent dans cette chaîne possible, dans la chaîne de difficultés, soit en amont, soit pendant, soit après, soit voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est de vous dire, finalement, tous ces gens-là qui interviennent sur le marché d'entreprise en difficulté, à quel niveau je pourrais les aider, à quel moment je pourrais les aider à mieux faire face aux difficultés, à mieux les anticiper. Et aujourd'hui, l'avocat a des tas de rôles possibles. Et notamment, justement, alors, pour pouvoir faire face à ces rôles, pardon, je suis pas. Ah, hop là, voilà, justement, l'avocat, c'est le dernier acteur qui intervient sur ce marché et qui a beaucoup de choses à apprendre. David, je te laisse la main. Oui, oui, bah voilà, hein, nous, les avocats, je dis nous parce que normalement on est avec un spectateur avocat. Bon, bien entendu, alors bien connaître les procédures collectives, bon, ça c'est un peu le b.a.-ba, mais j'ai envie de dire pas que. Euh, pour moi, en fait, adresser ce marché de la procédure collective nécessite pas nécessairement qu'on soit quelqu'un spécialisé dans ce domaine. C'est quelque chose justement, notamment sur le plan de l'anticipation, où la personne qui a des compétences en contrats commerciaux, notamment, va pouvoir peut-être permettre à un entrepreneur ou une entreprise d'anticiper des difficultés. Euh, Prenons un truc tout bête, hein, l'entreprise qui a toujours mal négocié ses clauses limitatives de responsabilité et qui un jour voit sa responsabilité engagée alors qu'elle aurait pu la limiter parce qu'elle aurait pu bien négocier son contrat et que son engagement fait en sorte qu'elle doit payer une somme qui l'amène à être en cessation de paiement. Bon, bah voilà, on n'est pas un spécialiste de la procédure collective, mais on sait que le travail qu'on aurait pu mener en amont pouvait permettre d'éviter cette procédure collective. Donc ça peut s'adresser tout simplement de façon globale à l'avocat d'affaires 360 degrés, j'ai envie de dire. Mais après, ça va nécessiter quand même de connaître et de savoir utiliser des marqueurs économiques d'une entreprise. Donc, de quand même savoir lire un bilan. C'est quelque chose qui va être assez important pour pouvoir justement adresser les, euh, les points d'alerte à l'entrepreneur qui, lui, ne va pas nécessairement le voir ou le connaître, le savoir.
Mais là encore, j'ai envie de dire pas que. C'est parce que, comme on avait dit avec Alexis précédemment, c'est qu'on ne va pas avoir qu'une préoccupation juridique, mais on doit aussi avoir une forme d'appétence par rapport au fonctionnement d'une entreprise. Alors pourquoi aussi l'avocat n'est pas, pour moi, étranger par rapport à ça? C'est parce que chaque avocat, nous avons des entreprises aussi à gérer. Et donc, nous connaissons aussi les préoccupations des entrepreneurs, puisque nous sommes aussi entrepreneurs. Et donc, on va aussi devoir s'intéresser, et comme les avocats s'intéressent de plus en plus, notamment grâce à Alexis et d'autres personnes, sur les points qui sont en dehors de l'aspect de production juridique, mais aussi de se faire connaître, comment développer son image, son marketing, etc. Et ben, nous, les avocats, on va être aussi en capacité, c'est possible, de pouvoir identifier les points de difficulté en dehors des points spécifiquement juridiques. Le besoin aussi qu'on va avoir justement, alors qui est à la frontière entre la compétence de l'avocat et tout ce qu'on appelle maintenant les soft skills, entre guillemets, ça va être notamment de la négociation. Donc là, je prenais l'exemple du contrat commercial qui était mal négocié. Par exemple, sur l'anticipation, de pouvoir renégocier des contrats qui étaient mal ficelés à la base afin d'éviter qu'ils déclenchent qu'ils déclenchent des causes irrattrapables, ou lorsqu'on est dans la difficulté de pouvoir négocier avec les créanciers, soit des réductions, soit des échéanciers, ou les deux. Et ça va passer par justement le besoin que l'avocat doit développer. Et ensuite, il y a deux points par rapport à alors, réseau et prescripteur. C'est aussi être en capacité de pouvoir orienter son client vers justement les bonnes compétences, les bonnes personnes, puisque alors, bien qu'on puisse identifier des points qui ne sont pas strictement juridiques, à un moment donné, chacun son métier. L'avocat, bien entendu, ça va être le technicien du droit qui va pouvoir régler le problème juridique. Et même si on peut identifier peut-être un problème marketing, on n'est pas encore spécialiste en marketing. Il y a des personnes qui font qui font ça bien mieux que nous. Et donc, ça va être de pouvoir avoir ce rôle de prescripteur et donc de gérer un réseau. Et gérer le réseau, ça va être encore plus large puisque ça va être aussi avoir un réseau par rapport, soit les huissiers de justice, puisque pour permettre à son client de recouvrir des créances et d'anticiper la difficulté, ou les mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, etc. Donc, l'objectif qu'on veut vraiment développer pour l'avocat, c'est aussi d'être vraiment dans le paysage de l'entreprise. Alors ça, c'est un truc qu'on a en ce moment. On parle toujours des experts comptables qui sont au plus proches de l'entreprise parce que, bien entendu, ils gèrent la comptabilité. Là, en fait, c'est encore dans cette mouvance de dire que l'avocat aussi peut être à côté de l'entrepreneur, avoir une vision à 360 degrés et peut lui permettre de l'accompagner dans tous les aspects de l'entreprise. Donc, c'est devenir son business partner, véritablement son business partner, et de pouvoir avoir un conseil fort, clair et précis, qui va permettre d'orienter son activité. On a aussi le secret professionnel qui va être encore un atout, et on va le voir par rapport aux slides suivantes, c'est que les avocats vont avoir ce secret professionnel qui va permettre de garder au maximum la confidentialité de la situation financière de son client. Parce que le client n'a pas forcément envie que ça se sache sur toute la place. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant. Et donc, plus on peut permettre d'anticiper les difficultés de ses clients, on va pouvoir leur permettre de les fidéliser, puisqu'en fait, on va permettre aussi que leur activité continue, et donc d'avoir toujours de la clientèle qui existe. Parce que pour les mêmes problèmes que la banque et l'avocat, le client qui fait faillite, c'est encore un client en moins pour l'avocat. Et puis en plus, à la fin, on peut peut-être aller vers des interprofessionnalités, etc., avec que ce soit les experts comptables, huissiers, enfin voilà. Ok. Pardon Alexis, j'essaie de Non, ne non, pas. je t'en prie. Pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir sur tout ça. Maintenant, la question, c'est de se dire, OK, on a dressé le tableau du marché global qui est en train de grandir, sur lequel on a des enjeux qui semblent parfois contradictoires, mais qui en tout cas démontrent qu'on va avoir un besoin grandissant d'accompagnement des entreprises en difficulté, que ce soit en prévention ou une fois que ces difficultés sont apparues, et quelles qu'en soient les causes.
Je pense que vous avez compris qu'il fallait essayer de prendre un petit peu de recul et de reprendre la chaîne globale en fait, de l'origine de ces difficultés, les facteurs qui sont liés et la façon dont derrière vous pouvez vous intervenir, soit en tant qu'avocat, soit avec des partenaires. Et puis ensuite, essayer de se demander finalement quelles sont toutes les parties prenantes qui interviennent sur ce type de dossier-là et quelles sont toutes les personnes ou toutes les entreprises qui ont un intérêt. Et David, on les a cités dans leur ensemble, avec évidemment ce besoin aussi de l'avocat de prendre ce recul, d'acquérir les compétences qui vont lui permettre de jouer un rôle pas seulement d'expert, mais un rôle de co-stratège aux côtés de l'entreprise. Maintenant, comment on passe en action concrètement? Alors, dans innover, il y a effectivement cette idée de casser les codes, de faire autrement. En fait, avant d'innover, il y a déjà sur ce marché des tas de manières de faire et de vous développer et de développer vos activités. Encore faut-il avoir un positionnement qui est pertinent et une offre qui va être claire, qui va être lisible en fait de vos interlocuteurs. Que vous souhaitiez parler directement à l'entreprise, que vous souhaitiez parler à d'autres professionnels du droit et du chiffre avec qui vous pourriez travailler en partenariat ou qui pourraient être vos prescripteurs, ou pour parler auprès de d'autres acteurs qui, à un moment donné, seraient susceptibles de vous envoyer des dossiers. On parlait tout à l'heure des banques. On a également tous les créanciers, en fait, qui finalement, aujourd'hui, quand vous travaillez sur les questions des entreprises en difficulté, vous pouvez vous positionner côté entreprise en difficulté, et vous pourriez aussi tout à fait vous positionner côté créanciers qui vont avoir un taux de créance qui vont exploser et un taux d'impayés qui vont exploser, et vous dire finalement aujourd'hui comment moi je pourrais intervenir en tant qu'avocat de manière plus efficace sur cette question des impayés, aux côtés peut-être d'un huissier en partenariat avec des plateformes. Donc, déjà, le point de départ, c'est de vous dire quel va être mon positionnement sur ce marché et comment je vais construire une offre de service qui soit claire, que mes prescripteurs, ou en tout cas ma cible, va comprendre. Et quand je dis cible, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de segmenter de manière très très précise à qui vous voulez parler. Ça, c'est un des points fondamentaux. Ensuite, il va falloir évidemment aller à la rencontre de ses prescripteurs ou de ses clients. Et quand on va à la rencontre de ses prescripteurs et de ses clients, une fois qu'on a une offre claire, eh bien, il va falloir la communiquer. Il va falloir construire un ensemble de communication qui va vous permettre de leur dire, regardez, j'ai une offre structurée qui est capable de vous aider ou d'aider vos clients, si ce sont des prescripteurs à qui vous parlez. Parlez-en autour de vous ou prenez contact avec le cabinet pour que je puisse vous en dire plus et que je puisse vous démontrer finalement quelle va être la valeur de tout ça. Et donc, c'est seulement une fois que vous avez une offre claire, que vous savez à qui vous voulez l'adresser, que vous allez pouvoir commencer à communiquer. Et quand on communique, je pense que si vous avez déjà suivi des webinaires avec moi, vous avez déjà vu cette chaîne, la question va être de se dire finalement quels vont être les supports et les tonalités que je vais utiliser sur chacun des temps par lesquels je vais convaincre mon prospect de devenir client de mon cabinet ou d'utilisateur de mon offre. Et donc, ces différents temps vont vous permettre de vous dire, OK, j'ai une offre structurée, je sais à qui je vais l'adresser. Maintenant, parce que j'ai cette offre-là avec un message clair, je vais savoir sur quel support agir. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des mailings? Est-ce que c'est un site web? Avec quel type de tonalité? Est-ce que je choisis un langage très soutenu, très technique parce que je vais m'adresser à des directions juridiques de grandes entreprises? Est-ce qu'au contraire, je vais adopter un langage beaucoup plus souple parce que mon secteur d'activité clé va être le monde de la restauration et que les codes du monde de la restauration vont être beaucoup plus directs et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir affiner le type de tonalité utilisée, le type de support pour essayer de convaincre des personnes d'utiliser votre offre. Maintenant, l'innovation en tant que telle, alors quand on innove, l'idée c'est de penser out of the box, de sortir des sentiers battus. Et il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui ont pris les devants. Et c'est des acteurs de référence aujourd'hui. On va commencer par Infogreffe. Infogreffe a sorti un outil qui permet de détecter, de prévenir un certain nombre de risques. Donc, vous êtes une entreprise, vous sentez venir un certain nombre de risques. Et là, vous allez compléter un formulaire qui va vous permettre de vous dire dans quel niveau vous allez être, vous êtes déjà en difficulté et quelles seraient les actions de base que vous pourriez mettre en œuvre. Alors, le problème d'Infogreffe, c'est qu'on n'est pas forcément soumis à la déontologie et au secret professionnel de la profession d'avocat. Et donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes par rapport aux données qu'on pourrait fournir en tant qu'entreprise. Mais en tout cas, Infogreffe a sorti ce service-là. De toute façon, ça correspond à la stratégie d'Infogreffe aussi aujourd'hui, qui est de se dire, OK, on a de l'information qu'on revend et c'est un de nos cœurs de modèle économique. Comment finalement on peut aujourd'hui, grâce à cette information-là, faire en sorte de l'enrichir et faire en sorte de développer des services annexes qui vont permettre finalement de repositionner Infogreffe ou de développer de nouvelles sources de revenus. Et donc, du coup, prévention.infogreffe.fr participe de cette stratégie globale
percevoir Infogreffe de manière différente sur le marché, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un professionnel du droit ou du chiffre. Donc voilà, Infogreffe a créé ces outils de diagnostic déjà, ou en tout cas a créé des premières ébauches d'outils de diagnostic. On a SignalFab. SignalFab, c'est une démarche d'État Lab, si je ne dis pas de bêtises, et qui a pour objectif de mutualiser un certain nombre de données de Bercy, de différentes données ouvertes qui existent déjà, de la COS et ainsi de suite, de la Banque de France, pour essayer de mieux prévenir les difficultés à venir des entreprises. Et encore une fois, l'idée est de lutter contre les faillites. Donc, on a donc, ce type d'initiative-là, par les données ouvertes, va aider directement des entreprises, mais peuvent aussi être utilisées potentiellement pour vous, dans le cadre de vos activités, pour mieux conseiller, pour mieux faire prendre conscience à vos clients ou à des prescripteurs sur lesquels vous travailleriez avec eux, sur des dossiers pour justement être meilleurs et prévenir un certain nombre de difficultés. Encore une fois, la problématique de départ qui est identifiée pour créer cette innovation, qui est une innovation par la donnée, par la technologie et la donnée, va être de se dire, plus les difficultés sont découvertes tard, plus l'entreprise va être dans les 80% de liquidation ensuite. Donc au contraire, on va essayer d'anticiper au maximum ces difficultés-là et d'identifier les signaux faibles, d'où le nom de l'application. Aujourd'hui, on est sur une version bêta de cette application, mais elle est en train d'être travaillée, d'être développée. D'ailleurs, ça fait partie des axes de travail qu'on a avec OpenLaw. Autre exemple, cette fois qui a été porté par des avocats du barreau de Paris qui ont été incubés au sein de l'incubateur du barreau de Paris et qui ont lancé mesacquisitions.com. Et là, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, quand une entreprise est en difficulté, il y a un certain nombre d'actifs qui sont sur le marché, qui pourraient être achetés, qui pourraient intéresser d'autres entreprises. Mais on a très, très, très difficilement accès à cette information. Et c'est le cœur du problème. C'est qu'aujourd'hui, des entreprises en difficulté, il y a des tas de solutions qui pourraient s'offrir à elles, mais comme l'information liée au fait qu'elles soient en difficulté est difficile d'accès pour les autres, finalement, on passe à côté de tas d'opportunités. Qu'on soit une entreprise potentiellement intéressée pour racheter un actif ou qu'on soit l'entreprise en difficulté qui pourrait se débarrasser d'une partie de ses actifs pour ensuite mieux repartir et éviter une faillite. Et donc, du coup, c'est le principe de mesacquisitions.com qui est en train de travailler sur une plateforme complète sur ce sujet, qui vient de sortir la refonte de son offre. Là, je l'ai découvert, elle n'y était pas encore vendredi, elle a été mise en ligne tout à l'heure. Et on comprend bien le concept, c'est porté à la base par des avocats qui ont travaillé sur le développement d'une activité accessoire et donc sur ce projet-là, qui est particulièrement intéressant puisqu'il permet de faciliter la circulation des actifs des entreprises en difficulté pour les aider à recapter de la valeur en numéraire et qui pourrait leur permettre de financer leur croissance, d'éviter un échec et ainsi de suite. Ensuite, il y a d'autres axes potentiellement d'innovation en tant que tel. Donc ça, c'est des axes qui existent déjà. C'est pour vous montrer qu'il y a déjà des initiatives qui sont sur la place. Maintenant, comment vous pourriez penser à out of the box? Il y a une infinité de solutions qu'on pourrait envisager. Déjà, la première, par exemple, des solutions, ça serait de se dire, moi, je vais créer une offre qui va accompagner les dirigeants en leur disant, aujourd'hui, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas à avoir honte. Énormément d'entreprises, d'entrepreneurs subissent des échecs. On va au contraire prendre le problème à l'envers et on va vous dire, OK, vous êtes en train de faire faillite. Un, on va vous aider. Deux, vous allez changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychologie de l'entrepreneur qui est en difficulté, c'est d'avoir honte, c'est de ne pas le dire. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on découvre aussi tard la plupart des problématiques qui sont liées aux difficultés et puis ensuite à la faillite. Donc là, on va essayer de se mettre en amont. On va dire, n'ayez pas honte de vos échecs, de vos difficultés en cours. Au contraire, prenez le problème à l'envers. Demandez-vous comment vous allez pouvoir apprendre. Déjà, comment vous allez pouvoir peut-être vous soulager psychologiquement de cette charge mentale qui est liée à ces difficultés-là. Donc là, on est sur une approche qui n'est pas seulement juridique, on est sur une approche qui est plus globale. C'est prendre conscience de ces difficultés, reprendre le dessus pour être capable de les traiter et le cas échéant, si on est en train de se planter, ne pas en avoir honte, mais se dire comment finalement je tire des conséquences utiles de cet échec pour mieux rebondir et pour m'en sortir. Donc déjà, des cabinets d'avocats qui auraient cette approche-là, un petit peu transverse, très orientée coaching du dirigeant en difficulté, moi, j'en ai pas vu sur le marché. Alors, il en existe peut-être, mais j'en ai pas vu à première vue. Là, vous avez déjà un axe d'innovation qui est énorme. Après, à voir comment vous arrivez à vendre cette offre-là. Mais en tout cas, vous avez en termes de positionnement marketing, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Sachant encore une fois que l'entrepreneur en difficulté aujourd'hui peut tout à fait être le client de demain qui se relance sur une activité, sur une entreprise. Donc, sur votre cœur de modèle économique, vous avez le pan de l'entrepreneur en difficulté, mais vous avez d'abord le pan du dirigeant. Dirigeant qui va avoir besoin de limiter la casse si effectivement il est en difficulté, qui va avoir besoin de rebondir ou de se reconstruire à travers un nouveau projet ensuite.
Donc, vous pouvez, en ayant ce positionnement-là, être particulièrement bon et ensuite pouvoir accompagner des entreprises qui vont se recréer. Évidemment, il y a un travail monstrueux à faire en matière d'interprofessionnalité. Les entreprises en difficulté, ça fait appel au métier du chiffre, ça fait appel à la profession d'avocat pour défendre, pour représenter, ça fait appel aux huissiers également, et puis évidemment et naturellement aux mandataires, on en a assez peu parlé, mais ils doivent être aussi au cœur de ces dispositifs-là. Donc aujourd'hui, c'est très bien d'avoir des axes sur l'interprofessionnalité, de réussir à mieux travailler ensemble. Il y a un certain nombre de freins qui font, et d'ailleurs toutes les professions parfois n'ont pas intérêt à travailler complètement ensemble. L'expert comptable avoir envie d'en garder une partie pour lui, ne pas forcément partager toutes les informations à l'avocat, sauf qu'en termes de valeur perçue pour le dirigeant qui est en difficulté, ou même parfois pour les créanciers ou pour les autres acteurs qui font partie des maillons de la chaîne, finalement, c'est assez frustrant, c'est assez agaçant. Donc, si demain, vous arrivez avec une offre interpro très fluide, qui fonctionne, dans laquelle les professionnels ont l'habitude de travailler ensemble et arrivent à des solutions, arrivent à limiter la casse ou à trouver des solutions très pratiques pour limiter les dégâts et les impayés, ou en tout cas toutes les conséquences d'une faillite, vous êtes à peu près certain que vous avez des offres à ce niveau-là qui sont particulièrement pertinentes, intéressantes à créer. Et puis enfin, il y a des tas d'autres idées qui pourraient naître de l'entreprise en difficulté. On parlait avec David Olivier dans le cadre de nos travaux préparatoires de cette conférence de tout ce qui touche aux transactions immobilières. Et là, on a les nouveaux métiers de l'avocat, notamment en tant que mandataire en transactions immobilières. On a tous ces champs énormes en matière de recouvrement, à la fois côté entreprise en difficulté et ou côté créancier, qui sont à penser, qui sont à repenser quand on sait aujourd'hui que le marché du recouvrement est très très mal adressé, que la plupart des entreprises qui ont un impayé finalement laissent tomber sans forcément utiliser toutes les voies de recours qu'elles auraient pu solliciter auprès d'entreprises spécialisées ou auprès directement de la profession d'huissier. On a également toute cette question de la gestion des fichiers faits. Quand aujourd'hui on a des standards en matière de gestion de la comptabilité d'une entreprise, et ces standards, on pourrait tout à fait faire tourner des algorithmes qui permettent d'identifier des difficultés à venir ou qui permettraient d'optimiser aussi les flux de trésorerie, puisqu'on a un enjeu clé qui va être avec cette croissance. C'est très bien, le TGV s'est arrêté avec la crise sanitaire. Il y a une dépense cinétique énorme quand un TGV s'arrête ou quand une entreprise s'arrête du jour au lendemain, ou en tout cas une diminution significative de son activité. Pour relancer la machine, il faut à nouveau avoir du carburant, avoir de l'énergie, avoir de l'argent. Et donc, pour recréer cette croissance-là, on va avoir besoin de tous les éléments pour se créer un maximum de trésorerie et permettre à la machine de repartir. C'est les fameux 46% dont on parlait au début de cette conférence sur les dirigeants qui perçoivent des difficultés dans le cadre de la reprise. Aujourd'hui, il y a des enjeux de croissance qui sont en fait des enjeux de trésorerie derrière. Et aujourd'hui, travailler avec un avocat, un huissier, un expert comptable sur les différents flux de trésorerie de l'entreprise, la manière dont on pourrait contractualiser certains de ces flux pour les sécuriser, de la manière dont on pourrait améliorer les temps de paiement et ainsi de suite pour créer plus de trésorerie et pour permettre à l'entreprise de repartir sur de bonnes bases, c'est des idées qui sont clés. Alors, on est sur une conférence purement d'idéation. On vous a donné quelques pistes. On a surtout fait un gros point de contexte parce que si on ne repart pas de ce point de contexte, pour avoir conscience que le marché est en train de grossir, qu'il est monstrueux, qu'il y a assez peu d'acteurs qui innovent et donc qu'il y a une place énorme pour soit le développer, soit innover, c'est déjà fondamental en termes de prise de conscience. C'était l'objectif de cette conférence. Vous donner quelques pistes à la fin sur ce qui se fait en matière d'innovation et surtout ce que vous pourriez faire. Et l'idée de cette prise de conscience en amont, c'est de semer des idées qui pourraient être utiles ensuite pour vous, que vous pourriez mettre en place. Maintenant, on a pour ambition potentiellement d'aller plus loin, notamment à la rentrée avec une conférence pas une conférence, une vraie formation globale sur le sujet, dans lequel en fait on aurait 3 temps. Un premier temps qui va viser à donner plein de ressources, plein de tips utiles pour aider les avocats à être meilleurs dans la manière dont ils peuvent accompagner leurs clients dans ce cadre-là. Donc, quelles sont les référentiels compétences à développer, quelles sont les ressources clés que vous pourriez avoir pour vous aider à être meilleur dans l'accompagnement des entreprises en difficulté au sens large. Donc, ça va évidemment sur la capacité à mieux comprendre les métiers du chiffre, la façon dont ils travaillent, mais aussi à mieux comprendre finalement la psychologie du dirigeant et toutes les compétences qu'il pourrait lui manquer finalement pour faire repartir l'entreprise. Donc ça, c'est l'objet de l'atelier 1. Il y aura un premier webinaire de 2 heures là-dessus. Un deuxième webinaire sur la manière, et là, on est vraiment sur la partie développement. On est sur un marché qui est énorme, sans forcément innover, mais juste en communiquant bien sur vos activités. Aujourd'hui, vous pouvez développer votre clientèle sur ces marchés-là. Donc, comment on fait? Et puis après, un atelier 3 dans lequel on travaillera vraiment sur des cas d'usage d'innovation pendant 2 heures
On ira évidemment beaucoup plus loin que ce qu'on vous a montré là. On décortiquera des modèles existants. On vous proposera vraiment des pistes d'offres ou de solutions qui n'existent pas encore sur le marché, mais que vous pourriez tout à fait investir pour changer un petit peu le marché et la manière dont il est composé. Ces webinaires, ils auront lieu en semaine. En principe, c'est en fin de journée. Il y en aura 3 et ils auront lieu au mois de septembre pour permettre à chacun de profiter de la rentrée et des bonnes résolutions pour voilà, partir sur le bon pied et puis surtout vous aider à mieux valoriser vos expertises et à mieux les exploiter dans le cadre de ce marché des entreprises en difficulté. David, est-ce que tu veux ajouter un petit mot de conclusion? Ben, je vais essayer d'être bref. C'est difficile. Et oui, parce qu'on a largement dépassé l'heure Ouais, qu'on s'était ouais, je fixée. sais. Non, mais en fait, globalement, c'est un secteur qui est intellectuellement intéressant. C'est un secteur qui n'est pas forcément, qui semble pas concerné par une forme d'innovation. Alors, quand on parle d'innovation, c'est pas forcément de faire un outil informatique génial, intelligence artificielle, etc., hein. C'est pas que ça, hein, comme l'a dit Alexis, hein. C'est déjà sur l'approche. C'est une offre, déjà d'adresser une offre et de pouvoir changer la perception dont on peut avoir de la difficulté de l'entreprise, mais également du rôle de l'avocat. Et que l'avocat n'est pas nécessairement que pour résoudre des difficultés, il est aussi là pour accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, de sa création, de son fonctionnement ou éventuellement de ses difficultés, et permettre justement de surfer un petit peu sur le fait qu'on peut apporter des éléments clés qui vont essayer, en tout cas le plus possible, d'éviter des difficultés à l'entrepreneur ou à l'entreprise en général. Ça participe aussi à rendre aussi plus positif l'image de l'avocat. Donc, que ce soit au niveau du traitement des difficultés ou même du rôle de l'avocat, on a vraiment quelque chose, encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on peut aller encore plus loin et on peut être énormément soit meilleur, soit complémentaire avec ce qui a déjà commencé à être initié ici ou là, comme on a pu le voir dans ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu beaucoup de questions. En tout cas, vous pouvez nous écrire, il n'y a On pas n'a de eu problème, vous aucune. pouvez nous écrire après sur LinkedIn ou par mail. Pour information, on vous adressera aussi le support de formation ainsi qu'un lien vers le replay. Et voilà, en tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous et on espère en tout cas qu'on vous aura donné des pistes utiles de réflexion. Merci beaucoup à tous. Il faut que je regarde comment on fait l'enregistrement. À très bientôt. Au revoir.